Alors, l'estime de soi au féminin. Alors, l'estime de soi, je vais vous proposer quelque chose que je propose à chaque fois que je fais un webinaire de ce type-là. Ben, je vous propose de vous enlacer et de vous embrasser comme vous ne le faites jamais. Voilà. Et c'est une sensation qui n'est pas habituelle pour nous puisque ce n'est pas un réflexe, ce n'est pas quelque chose qu'on sait faire. Voilà, donc se connecter à soi et se connecter à son corps, c'est une clé majeure pour intégrer le lien à soi, en fait. Donc, faites-vous des papouilles, embrassez-vous, faites-vous des hugs. Voilà, c'est hyper important. Vous voyez, je vous ai mis plein d'images pour illustrer. C'est bon, excusez-moi. Hélène, on t'a demandé comment dire, un code. Sur le téléphone, oui. Et t'as mis quoi comme code? Celui qui était dans ton message. Attends, je vais te dire. Sinon, je vais me faire pourrir là. Je suis désolée. Il n'est pas dans le mail, il doit être dans le mail. Parce que là, j'ai envoyé dans le mail. Attends, je l'ai peut-être encore. J'ai fait le test avec mon fils tout à l'heure. Il n'a pas eu besoin de code. Hein. Moi, j'en ai eu un. Et il m'a demandé un code. Mais comme maintenant, je viens d'installer. Attends, je vais te. Je le note dans le commentaire, tu veux? Ou je te le dis? Non, tu peux me le dicter, s'il te plaît. Ouais. 7801. Alors, attends. 7801, ouais. 80 42. 80 42, ouais. 455. 455. Merci. Je t'en prie. Alors, oui, je disais donc, se faire un big hug, les filles. Faites-vous un big hug, c'est important. Vous enlacez, vous caressez le corps. C'est se connecter à soi aussi. Et c'est pas naturel, c'est pas des choses qu'on fait spontanément et à tort d'ailleurs, puisque être connecté à soi, il n'y a rien de plus important. Et un geste aussi simple que celui-ci permet en tous les cas de créer ce lien qu'on a perdu. Hein. Alors, moi j'aime bien prendre des proverbes, des citations, etc. pour illustrer les webinaires. Et donc là, j'aime bien ce proverbe latin qui dit « Tu vaux aux yeux des autres ce que tu vaux à tes yeux ». Donc ça en dit long. Hein. Quelque part, on a la projection de l'estime de soi aussi. On projette l'estime que nous avons de nous-mêmes aussi dans la relation avec l'autre, en fait. Hein. Et moi, j'aime bien Anthony Robbins, pour moi, c'est un extraterrestre. Hein, et il dit que nos pensées au sujet de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons être déterminent précisément ce que nous pouvons être. Donc là, il met le doigt sur quelque chose dont on va parler, qui est la pensée. La pensée de ce que nous sommes, hein, qui est une clé majeure, en fait. Hein. Et puis, j'aime bien aussi Joseph Murphy qui dit « Le monde ne vous donnera jamais que la valeur que vous vous donnez vous-même. » Donc, ça veut quand même dire beaucoup. Ça veut dire que dans l'estime de soi, on est quand même des acteurs. Hein. Voilà, on est acteur de l'estime de soi sans aucun doute. Hein. Alors, du coup, je me suis posé la question, est-ce que les gens savent ce que c'est que l'estime de soi? Alors, bon, je me suis penchée sur quelques définitions. Je vous donnerai la mienne, bien sûr,
qui est spécifique, mais je la partage, mais ce n'est pas une définition universelle. Vous pouvez aussi vous construire la vôtre. Hein. Donc, la définition, selon Wikipédia, c'est l'estime de soi, c'est un terme désignant le jugement ou l'évaluation faite d'un individu en rapport à sa propre valeur. Voilà. Donc, il y a quelque chose autour du jugement, de l'évaluation et de la valeur. Il y a quand même 3 mots-clés. C'est aussi, 4e mot-clé, la perception que nous avons de nous-mêmes. Et je dirais que l'estime de soi, c'est la réputation qu'on a de soi-même, en fait. Hein, ce qu'on pense, donc la réputation, son image de marque, en fait, interne. Hein, voyez. Donc, le monde ne vous estime jamais plus que vous ne faites, en fait. Hein. Ce que vous pensez de vous-même façonnera aussi votre avenir, hein, parce que c'est avec une belle estime de soi qu'on construit des choses dans la vie aussi. Ma définition, c'est plutôt que c'est l'évaluation, donc il y avait aussi ce terme tout à l'heure, hein, qu'on fait de soi face à ce qui est important pour nous. Voilà, c'est vraiment cette notion de je m'évalue par rapport à des choses qui sont importantes pour moi. Ce qui n'est pas important pour moi, j'ai presque envie de dire, ben, je ne m'évalue pas par rapport à ça en fait. Hein. Ça, c'est ma définition. Si elle résonne pour vous, ben, c'est très bien. Si elle ne résonne pas, prenez autre chose. Mais voilà, c'est le partage que je fais avec vous. C'est la réputation aussi qu'on a de soi-même. Je suis assez d'accord avec ça. Puis il y a autre chose, c'est l'image. Hein. Moi, je pense qu'il y a une histoire aussi avec l'image que l'on a face à soi. Et puis, ça permet aussi de mettre le doigt sur des choses où on peut avoir du jugement de type je suis ceci, je suis cela, je suis une belle personne, j'ai de la valeur, je suis douée, j'ai du talent, ou alors l'autre version qui est plutôt je ne suis pas assez ceci, je suis trop cela, donc avec un regard quand même critique. Et ça, nous sommes assez experts en ce domaine, je pense, pour nous critiquer. Donc, là, je vous partage ce que j'appelle la fleur de l'estime de soi. Parce que l'estime de soi tout seul, ça n'a pas vraiment de sens en fait. Hein. L'estime de soi, c'est en lien aussi quand même avec cette notion de l'amour de soi, parce que ça, enfin, je ne sais pas pour ceux qui étaient là la dernière fois, ben, j'avais fait un webinaire sur l'amour de soi. Et c'est vrai que c'est intriqué. Hein, et donc, l'amour de soi, c'est je m'aime sans condition. Voilà. La vision et l'image que j'ai de moi. Ça aussi, hein, on en a parlé tout à l'heure. Donc, quel regard je porte sur moi. Il est préférable d'avoir un regard bienveillant pour une bonne estime. L'acceptation de soi, c'est-à-dire que je m'aime tel que je suis, avec toutes mes forces, mes points d'amélioration, mes parts de lumière, mes parts d'ombre, dans ma globalité. Voilà. Et puis la confiance en soi, c'est je fais confiance. Alors je crois en moi, je fais confiance, je me fais confiance. J'ai aussi confiance en l'autre. Ça aussi. Donc vous voyez, la fleur de l'estime de soi, elle quand même, elle rassemble autour de l'estime quand même 4 feuilles qui sont clés aussi dans cette estime-là. Alors, moi, j'aime bien aussi cette façon de voir les choses, c'est-à-dire que l'estime de soi, c'est une dimension fondamentale de la personnalité, c'est-à-dire qu'elle soit faible ou qu'elle soit forte, en fait. Hein. Donc, l'estime de soi, c'est ce que nous pensons de nous-mêmes, en fait. Hein. La manière dont on se voit, la façon dont on agit, le comportement qu'on affiche, en fait. Hein. La manière aussi qu'on a de se juger, hein. C'est le soi intérieur ou encore l'attitude que nous avons à l'intérieur de nous qui va consister à nous dire que nous avons de la valeur, que nous sommes uniques et importants. C'est tout ça en fait. Hein. Et l'estime de soi, c'est aussi une évaluation. On a dit tout à l'heure, hein, une évaluation de soi, mais alors consciente. Alors, pourquoi je vous dis consciente? Il y a cette partie consciente qui est mon mental et il y a une partie inconsciente, donc je ne connais pas toujours,
qui nous amènent à avoir des critiques liées à des raisons inconscientes, en fait. Hein. Et donc, toute personne qui doit apprendre, enfin, qui souhaite apprendre à s'apprécier et à s'accepter telle qu'elle est, eh ben, entre guillemets, elle va avoir besoin de travailler l'estime de soi, puisque ça consiste aussi à nous aimer tels que nous sommes, en fait. Hein. Alors là, je vous présente 3 piliers principaux qui sont le sentiment d'importance, le sentiment de compétence et le sentiment de sympathie. À travers ces 3 piliers, nous allons aborder les valeurs et les croyances, le rapport que nous entretenons avec nous-mêmes, la confiance, puisque l'estime et la confiance sont quand même bien liées, la relation que nous avons avec les autres, bien sûr les parts d'ombre, et puis je vous partagerai quelques clés. Alors, on va commencer par le sentiment d'importance. Quel rapport entretenez-vous avec vous-même? Voilà. C'est-à-dire, en d'autres termes, comment vous vous traitez? Comment vous traitez-vous? C'est simple, en général, on se traite par quoi? Par la pensée, on l'a dit, par le jugement, par l'appréciation, mais aussi par des croyances. Ça, c'est hyper important, c'est un point primordial, les croyances. Voilà. Mais peut-être que vous ne savez pas comment vous vous traitez. Et ce n'est pas bien grave, parce que ça veut dire que vous n'avez pas encore travaillé dessus, et peut-être que vous n'en avez pas conscience. Et le meilleur conseil que je puisse donner à ce sujet, c'est de travailler sur l'auto-observation. S'auto-observer faire, se regarder faire, avoir un espèce de regard méta en fait. Hein. De toutes les façons, quoi qu'il en soit, nous traitons les autres comme on se traite nous-mêmes. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, les autres ne sont qu'un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, il y a des croyances aussi qui ne vous appartiennent pas dans ces croyances-là. Donc, en fait, il va falloir faire un peu de ménage quand même. Hein. Il y a des croyances qui sont erronées, c'est-à-dire limitantes. Hein. Qui peuvent devenir même bloquantes parfois. Après, il y a les croyances aussi qui sont plutôt positives et qui sont plutôt un accélérateur à l'évolution. Et puis, il y a aussi cultiver son individualité. Voilà, donc dans le rapport que nous avons à nous-mêmes, il y a les croyances. Il y en a certaines qui nous appartiennent et d'autres pas. Il y en a qui nous limitent. Il y en a des fausses et il y en a des positives, des aidantes. Voilà, on parle souvent de croyances aidantes. Et puis, il y a aussi cultiver son individualité. On va en parler. Alors, concernant les croyances. Alors là, je vous partage un espèce de patchwork sur les croyances. Alors, on est bourré de croyances, hein, nous tous. Hein. L'amour dure 3 ans, mes parents préfèrent mon frère ou ma soeur ou le petit frère ou la voisine. C'est dur de rencontrer quelqu'un, je ne suis pas douée, on ne peut pas tout avoir, pleurer de toute façon c'est pour les faibles, il faut travailler dur pour gagner sa vie. Tout ça, ce sont en fait, je suis comme ma mère, j'aime bien aussi. Tout ça, en fait, c'est des croyances, hein, c'est ce qu'on appelle des idées toutes faites qu'on a intégrées à l'intérieur de nous, presque d'une manière inconsciente. Alors, certaines sont conscientes et d'autres ne le sont pas. Alors, il y a ce qu'on appelle les croyances aidantes, comme je disais tout à l'heure, et d'autres qui sont limitantes. Elles viennent d'où, ces croyances? Elles viennent de l'éducation. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes allé à l'école, vous avez participé, je ne sais pas, à une association, vous avez des activités, bref, une vie sociale. Eh bien, sachez quand même, enfin, j'imagine que je ne vous apprends rien, les enseignants sont quand même des facteurs de message assez importants. Et donc, l'éducation scolaire est un lieu aussi où on peut ingurgiter consciemment ou inconsciemment des messages qui mettent le doigt sur certaines croyances. Donc, l'éducation familiale, hein, tu es quelqu'un de formidable, tu es très intelligent ou tu es bête, tu n'y arriveras jamais.
Voilà, celles que nous nous sommes construites aussi nous-mêmes, hein, à travers nos expériences. Il y a ce qu'on appelle les distorsions, c'est-à-dire que, vous savez, j'ai une première expérience, ça ne marche pas bien, et puis je retente une deuxième expérience, ça ne marche toujours pas. Et donc, inconsciemment, j'inscris que, de toutes les façons, à chaque fois que j'aurai cette expérience-là, eh bien, ça sera un échec. Voilà. C'est comme le chien noir qui m'a mordu une fois dans ma vie, et donc, du coup, tous les chiens noirs vont finir par le mordre. Voilà, c'est un peu caricaturé, mais c'est quand même ça. Alors, il y a aussi les activités collectives, hein, donc ça peut être le sport, ça peut être des groupes, ça peut être, bref, voilà. Il y a aussi les croyances autour de la religion, hein. Alors, moi, je n'ai pas d'avis sur les religions, mais il y a quand même des croyances qui sont assez fortes, qui peuvent aussi parfois nous aider pour certaines, et pour d'autres peuvent aussi nous défavoriser, en fait, hein. Voilà, donc il y a là, je vous ai mis quelques exemples de croyances limitantes, hein. J'aimerais bien faire, mais je ne suis pas assez, pas trop petite, grande, mince, grosse, intelligente. Bref, hein, ce sont toujours les mêmes qui ont de la chance. Pour être aimé, je dois faire plaisir et donner aux autres. Il faut beaucoup travailler pour réussir. Dans ma famille, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. Ou alors toutes les femmes sont gentilles, soumises, compréhensibles, intelligentes. Bref, il y a de tout, hein. Des choses, de toute façon, je suis comme je suis, ça apprendre à laisser, je ne changerai jamais. Voilà, hein. Donc, il y a des choses comme ça qui sont du type « ça, c'est pas fait pour moi »,« se tromper, c'est un échec alors que c'est tout l'inverse »,« j'y arriverai jamais »,« j'ai pas droit à l'erreur »,« je suis pas capable ». Des choses qui sont bien, bien plombantes et qui sont super bien inscrites dans nos corps, dans nos cellules, et jusqu'à faire partie complètement de nos vies, en fait, hein. Donc ça, effectivement, on en a tous, hein, des croyances limitantes comme ça. Alors, un conseil que je vous donne, c'est des pistes, en fait. C'est des conseils, des pistes. Dans tout ce que je vais vous proposer, en fait, je vais fermer la fenêtre parce qu'il pleut. D'accord, c'est comme mieux comme ça. Alors, faites le tri entre ce que l'environnement pense de vous et de ce que vous devez être ou penser. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. Ce qui ne vous appartient pas, rendez-le à son propriétaire ou jetez-le aux oubliettes, hein. Je vous donne un exemple. Supposons que vous ayez une mère perfectionniste, madame parfaite. Elle vous a éduqué selon ses valeurs et ses critères. Vous faites le meilleur de vous-même pour, comment dire, l'égaler, hein. Mais vous êtes convaincu que vous n'y arriverez jamais, que vous n'arriverez jamais à l'égaler, hein. C'est ce que vous avez toujours cru. C'est un exemple, hein, que je vous donne, hein. Quoi que vous fassiez. De toute façon, c'était jamais assez bien. Voilà, vous voyez, c'est ça, hein. Donc, vous avez cru longtemps que tout ce que vous faisiez n'était pas assez ceci ou assez cela. Puis un jour, vous prenez conscience que vous produisez du travail de qualité. Alors, un jour, vous prenez conscience de ça, peut-être parce qu'on vous le dit, peut-être parce que, voilà, vous en prenez conscience. Et puis, cette croyance, en fait, vous vous rendez compte qu'elle ne vous correspond pas, en fait, hein, qu'elle est erronée. Et donc, vous prenez conscience que cette volonté de perfection, finalement, elle ne vous appartient pas. C'est celle de votre mère, de votre parent. Enfin, là, je donne l'exemple de la mère, ça peut être quelqu'un d'autre. Donc, de votre parent, hein. Donc, vous décidez, à un moment donné, de la lui rendre et de remplacer le pas assez par quelque chose du type « je fais, je produis de la qualité à un niveau qui, moi, me convient ». Vous voyez, c'est ça que j'entends par faire le tri. Faire le tri, en fait, entre ce qui vient de l'extérieur et qui ne vous appartient pas parce que l'extérieur, à un moment donné, vous a dit qu'il fallait être ci ou ça, vous voyez, avec des formes d'injonction aussi, hein,
Et puis vous en débarrasser. Croyez-moi, vous allez vous sentir super légère. Ça fait de la place, en fait. Et ça procure de la légèreté, de l'alignement et de l'équilibre. Donc, faites du rangement. Alors, j'ai mis un dressing de filles, je me suis dit, ça va parler à tout le monde. Voilà, faites du rangement et cultivez votre individualité parce que cultiver son individualité, ça veut dire je me distingue de ce que les autres veulent que je sois, d'accord, et de ces injonctions qui, quelque part, ne m'appartiennent pas et finalement, qui me freinent ou qui me plombent. Voilà. Donc, c'est hyper important parce que du coup, vous vous trouvez aligné par rapport à quelque chose qui vous met dans un équilibre. Et ça, et puis en plus, en général, vous vous débarrassez d'une culpabilité au passage. Donc, enfin, si c'est votre cas ou pas, j'en sais rien, mais dans certains cas, la culpabilité vient en plus s'ajouter. Alors, concernant les croyances limitantes, si vous acceptez une croyance limitante, elle devient une vérité pour vous. Un enfant qui entend dès son plus jeune âge, tu es bête, tu n'y arriveras pas, ou tu es doué, tu es talentueux, et ben, il va en faire sa vérité pour tout le restant de sa vie. Et le truc, c'est que tu es bête, tu es intelligent, ça s'inscrit dans l'inconscient. C'est vraiment inconscient. C'est quelque chose qui a été, c'est comme une graine qu'on a semée et qui a poussé sans qu'on s'en rende compte. Donc, quand la croyance, elle est aidante, c'est génial. Par contre, quand la croyance est limitante, je peux vous dire qu'à un moment donné, ça peut bloquer quand même. Ou tout simplement vous pourrir la vie. Pas forcément bloquer, mais en tous les cas, pourrir la vie. Et donc, on a certaines croyances limitantes qui deviennent des vrais boulets. On se traîne aux pieds comme ça. Il y en a des fois qui ont mal au dos, ils se demandent pourquoi. Parce qu'ils portent trop de choses. Et là, je parle pas que de moi, parce que je parle de plein de gens. Voilà. Donc, c'est une généralité. Donc, l'impossible devient possible, en fait, quand on arrive à faire tomber certaines croyances. C'est ça. Je vous invite aussi tout de même à ignorer votre mental. Pourquoi? Parce que le mental, il ment. Le mental, il ment. Il ment tout le temps, en fait. Parce qu'il vous envoie des messages. Tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela. En fait, il va toujours vous pousser à aller vers quelque chose qui n'est pas forcément un état interne qui n'est pas forcément positif. Et donc, si vous voulez vraiment sentir et savoir ce qui est juste pour vous, alors connectez-vous à votre cœur. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais de vous faire un big hug, parce que se connecter à soi, ça commence par là. Se connecter à son corps, se connecter à son cœur, c'est vraiment le début de l'histoire. Et là, vous saurez ce qui va résonner, ce qui va faire écho en vous, à l'intérieur de vous, et vous saurez aussi si cette croyance, elle vous appartient ou pas. Mais il y a quand même un outil que je vais vous partager. Donc en fait, si vous faites ce que vous avez toujours fait, voilà, d'une manière mécanique, naturelle, sans trop y réfléchir, vous obtiendrez toujours ce que vous avez. Vous obtiendrez toujours ce que vous avez. En fait, en gros, on dit produisez toujours un petit peu de la même chose et vous obtiendrez toujours un peu plus du même résultat. Voilà. C'est-à-dire que si à un moment donné, on ne bouge pas, s'il n'y a pas quelque chose qui bouge à l'intérieur de nous, s'il n'y a pas ce mouvement, alors on obtiendra toujours la même chose. Voilà. C'est l'histoire qui va se répéter. Alors, là, je vous partage ce que j'appelle la boucle du feedback. Pourquoi je vous partage ça? C'est pour vous montrer qu'en fait, une croyance, qu'elle soit limitante ou boostante, pour la plupart d'entre elles, sont inconscientes, bien que certaines, à un moment donné, apparaissent dans le conscient. D'accord? C'est quoi? Comment elle se transforme dans votre quotidien, dans notre quotidien, cette croyance? Eh bien, elle se transforme en pensée. D'accord? Pensée positive, négative. Et là, elle intègre le conscient. Cette pensée, qu'elle soit positive ou négative, se transforme en émotion. D'accord? Je suis pas assez, je sais pas moi, je suis pas assez jolie. Voilà.
c'est un truc de fille, je ne suis pas assez jolie, et en plus je me compare à la voisine, voilà, eh bien ça va générer à l'intérieur de moi une émotion négative. Je vais me sentir mal. Donc la croyance de je ne suis pas jolie avec la pensée qui est je ne suis pas assez bien, par exemple, va créer une émotion négative, peut-être une émotion de tristesse, par exemple. Voilà. Et donc, cette émotion, quand elle est positive ou négative, elle crée un comportement, voire des comportements. Certains comportements sont conscients, là j'ai mis conscient, mais d'autres sont inconscients. On pourrait mettre les deux en fait. Donc, d'une croyance, on aboutit à quoi? À des comportements. Et on tourne en boucle. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Alors, excusez-moi, 2 minutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je cultive des croyances aidantes, boostantes, je cultive des pensées positives, je cultive des émotions positives et j'ai des comportements positifs. On aurait pu rajouter encore une boucle pour dire que ça a un impact direct sur la santé. Parce que les bonnes émotions et les comportements qui sont associés génèrent une bonne relation à soi, une bonne relation aux autres, et en plus, ça fait monter en fait les énergies, et donc du coup, ça a un impact direct sur notre santé. Et l'inverse de ce que je viens de vous expliquer est vrai aussi. Donc la croyance, c'est quelque chose qu'il faut vraiment aller chercher en soi. Alors, affronte tes croyances limitantes. Bon, c'est une façon de vous dire en fait que les phrases du type toutes faites qui sont c'est impossible à faire, eh ben, c'est simple. Observe ceux qui ont pu le faire et inspire-toi de leur réussite. C'est-à-dire que vous pouvez regarder des gens qui font des choses que vous aimeriez vous faire, eh bien, s'ils vous inspirent, ils peuvent devenir vos guides sans même eux-mêmes le savoir. Vous voyez? La phrase « je ne suis pas capable », dans ces cas-là, identifier et valoriser les forces, les capacités, les atouts que vous avez. Nous en avons tous des atouts. Nous avons même des talents et des dons parfois dont nous ne sommes pas conscients. Vous voyez. Je ne mérite pas de réussir. Ah ben écoutez, là je pense qu'il faut faire appel à la bienveillance envers soi-même et l'amour envers soi-même, se respecter, s'aimer. C'est vraiment la clé majeure ici, il n'y a pas de secret. Alors, les croyances limitantes, elles sont hyper puissantes. Ce sont ces espèces de petites phrases qui parfois surgissent dans votre mental et qui vous disent « tu ne seras jamais riche, une fille ne peut pas être bonne en mathématiques, je ne mérite pas d'être aimée, je ne suis pas assez bien pour ci, pas assez bien pour ça ». Voilà. Et ça, en fait, c'est des pensées qui surgissent, on s'en rend mais même pas compte de 3/4 du temps. Et en fait, là, je vous ai écrit, ces croyances nous empêchent de sortir du bocal. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez rester coincé comme un poisson rouge au fond d'un bocal à tourner en rond avec ces croyances-là, en fait. Elles vous empêcheront de sortir du bocal si vous ne les remettez pas en question. Elles vous empêcheront là, de vous réaliser, en fait, et d'atteindre vos propres objectifs. Et puis, elles sont aussi impactantes sur la confiance, l'estime de soi, évidemment, et l'état d'esprit qu'on peut avoir à un moment donné. Mais, il y a toujours des solutions. Avec un peu de méthode, vous pouvez reprendre le contrôle de votre vie et faire en sorte qu'elle ne vous pollue plus, en fait. C'est tout à fait possible. Alors là, je vous présente ce que moi j'appelle la roue. C'est comme une roue, en fait. Et ce que je voudrais partager avec vous ici, c'est 5 étapes, en fait. Il faut... alors, c'est une méthode que je vous passe, il y en a peut-être d'autres, mais celle-ci, elle est plutôt pas mal, elle a fait ses preuves. Alors, la première des choses à faire,
c'est reconnaître ses croyances. C'est-à-dire que nos croyances, elles structurent la vision que nous avons du monde. Elles déterminent la capacité à réussir dans la vie. Donc, les reconnaître, les bonnes comme les moins bonnes, c'est déjà un bon point de départ. Voilà. Donc, faire une liste des croyances que nous pensons avoir et les noter sans se censurer. C'est quelque chose que vous pouvez faire vous, tout seul, toute seule, dans un coin avec un cahier et un stylo. Et puis ensuite, vous les classez en 2 colonnes. Aidantes, limitantes. Donc ça, c'est le premier point. Soyez le plus spontané possible quand vous faites cet exercice. Laissez pas votre mental trop réfléchir, en fait. Faites les choses d'une manière plus spontanée possible. Et alors après, deuxième étape, on parle de l'assouplissement des croyances. Alors moi, j'aime bien cet assouplissement des croyances parce qu'en fait, l'idée ici, c'est de faire du stretching, du stretching de croyances. Alors vous allez me dire, ouais, c'est hyper compliqué, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les croyances limitantes, elles proviennent de la peur. Voilà. C'est un mécanisme de protection. Bien qu'elles ne soient pas aidantes, à un moment donné, elles nous servent souvent, elles nous ont beaucoup servi, dans un but beaucoup plus élevé. Et il y avait de bonnes raisons d'avoir ces croyances-là, même si nous n'en sommes pas conscients. Et donc, ça nous a obligés à les conserver. Et parfois, nous croyons qu'elles nous projettent de la déception. Les hommes sont toujours des coureurs, je ne pourrai jamais parler en public. Et on a l'impression aussi, enfin, c'est plus qu'une impression, que ça peut être aussi à l'origine de blessures et d'échecs. Voilà. Donc, vouloir laisser aller les croyances limitantes et en même temps s'accrocher à elles, c'est ambivalent et ça peut créer un malaise, un conflit interne et je dirais même des frustrations. Donc, il est utile, c'est important, de comprendre et d'établir la raison derrière laquelle se trouve cette croyance-là. C'est-à-dire que vous allez vous poser les questions suivantes. Après avoir fait la liste de vos croyances, demandez-vous quel est le but de cette croyance. Qu'est-ce que cette croyance vous apporte? Qu'est-ce qui se passerait si vous n'aviez plus cette croyance? Et croyez-moi que se débarrasser de croyances anciennes que l'on traîne comme un boulet depuis l'enfance, c'est un exercice qui n'est pas toujours aisé, mais qui peut vous faire le plus grand bien et même vous libérer. Voilà. Et donc, être un booster de votre développement et de votre évolution dans votre propre vie et atteindre vos propres objectifs. Ça, c'est hyper important. C'est très impactant. Donc, si vous ne faites pas cet exercice, en fait, elle peut prendre, c'est pas facile, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Voilà. Mais vous pouvez cependant devenir plus conscient de leur pouvoir, apprendre à les gérer, à utiliser des stratégies pour les empêcher de vous garder en otage. Mais c'est vraiment un bel exercice à faire, vraiment. Troisième point, repérage du déclencheur. Alors, ici, on va établir le quoi et le pourquoi. C'est-à-dire qu'on va se poser les questions du type, quel est le déclencheur qui fait apparaître en moi cette croyance? Voilà. Est-ce une pensée, une personne, une action, un lieu ou toute autre chose qui active cette croyance? Quand cela se produit, quand ça se produit, à quel moment ça se produit en fait? Et existe-t-il un modèle ou un cycle dans lequel vous vous retrouvez? Parce qu'en général, les croyances, elles s'activent dans des scénarios. Et il y a des scénarios gagnants et il y a des scénarios perdants. Voilà. Et les scénarios, en général, on les répète. Donc, si vous tombez dans un scénario dans votre vie qui se répète à plusieurs reprises, qu'il soit gagnant ou perdant, allez mettre le doigt sur la croyance ou la blessure en lien avec cette croyance et croyez-moi, vous allez régler votre problème. Alors, vérification de la validation de la croyance. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que c'est une croyance qui date d'il y a un mois, un an, ou est-ce que c'est quelque chose que
que ce que vous pensez est ancien. Et qu'est-ce qui vous prouve que ce que vous croyez est vrai, en fait, hein? Quelle est la preuve que ce n'est pas vrai? Souvent, lorsque nous croyons fermement en quelque chose, nous avons tendance à chercher les choses qui confirment que nous avons raison, plutôt que de chercher les choses qui nous prouvent le contraire, en fait, hein. On est assez doué pour ça. Alors, réactualisez-vous, c'est la dernière étape. Et une fois que vous avez trouvé une preuve qui a ébranlé vos anciennes croyances, eh ben, en fait, la nature a horreur du vide. Donc, vous allez créer de nouvelles croyances positives aidantes à la place de ces anciennes qui étaient devenues inutiles puisqu'elles vous ont aidé à un moment donné. Voilà, donc, comme je vous l'ai dit, la nature a horreur du vide. Si vous dégagez quelque chose, notre cerveau, il déteste se retrouver à vide. Donc, il faut lui mettre quelque chose d'autre. Voilà. C'est une étape importante de remplacer une croyance par une autre. Si votre croyance, par exemple, c'est « je ne suis pas assez bon pour produire tel et tel travail », ben, vous pouvez la remplacer par « j'ai beaucoup de compétences que je peux offrir » ou « plus j'apprends, je prépare et je crois en moi-même, plus j'ai de chances d'avoir un travail ». Bref, voilà. À vous de trouver la formulation qui vous va, mais la répéter souvent, on va en parler de ça aussi, c'est une clé majeure. Voilà. Alors, nos valeurs. Donc là, on a parlé des croyances. L'estime de soi s'appuie sur les croyances que nous avons. Anciennes, récentes, peu importe. Alors, ici, les valeurs. Qu'est-ce qu'une valeur, en fait, hein? Alors, qu'est-ce que sont les valeurs personnelles? Donc là, je vais parler des valeurs personnelles parce que des valeurs, il y en a dans les entreprises, il y a des valeurs, des codifications en termes de valeurs dans tous les systèmes, en fait, hein, qu'ils soient des systèmes éducatifs, professionnels, bref. Hein. Alors, ça peut être par exemple la liberté, la solidarité, la justice, l'éthique, la bienveillance. En fait, les valeurs, ce sont des idéaux et des grands principes qui construisent notre identité et guident notre vie. Voilà. Les valeurs personnelles, elles représentent ce qui est le plus important pour nous, nos sources de motivation les plus profondes. Voilà. Pourquoi nos sources de motivation? Parce que quand on a des valeurs qui sont telles que, par exemple, la justice, eh bien, on va trouver une source de motivation contre l'injustice, justement. Voilà. Elle façonne, en fait, notre façon de voir le monde, donc notre vision, et puis aussi, elle façonne nos relations. Hein. Voilà. Par exemple, je n'accepte pas telle et telle chose parce que ça heurte mes valeurs, mes principes. Hein. Voilà, c'est ça, les valeurs. Donc, comment les définir, les valeurs? Alors là aussi, il y a un peu de travail. Hein. L'estime de soi, ça se travaille. Alors, vous pouvez prendre une feuille blanche et puis vous allez dire qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans la vie? Parce que ça varie d'une personne à l'autre. Qu'est-ce que j'aime faire au point de ne pas voir le temps passer? Voilà. Qu'est-ce qui me rend heureux? Ça peut être regarder les nuages dans le ciel, ça peut être le souffle du vent, enfin ça peut être, oui, ça peut être un vent sur votre visage et ça vous fait du bien. Et, enfin, bref, je vous donne des exemples un peu bateaux, mais voilà, ce qui vous fait vibrer, quoi, finalement. Hein. Vous pouvez aussi les définir en vous remémorant un souvenir heureux. Parce que là, vous allez activer votre mémoire et vos sens. Et la question, c'est que se passait-il pour vous? Comment vous étiez impliqué, concerné dans cette histoire et qu'est-ce qui fait que vous étiez justement dans cet état de vibration à ce moment-là? Quelle valeur, en fait, étiez-vous en train de respecter à ce moment-là? Alors, il y a 5 exercices. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les 5, bien sûr, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a plusieurs façons de faire. Voilà. Et vous pouvez
prendre un ou deux exercices qui vous parlent le plus, ou tous, comme c'est vous qui voyez. Un souvenir frustrant à l'inverse du souvenir heureux. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous allez le consulter, le pourquoi du comment ce souvenir est frustrant, bah, finalement, vous allez mettre le doigt sur ce que vous n'avez pas respecté comme valeur et en quoi ça heurtait vos valeurs. Comment, à ce moment-là, finalement, vos valeurs étaient compromises ou bafouées ou pas respectées. Voilà. Ensuite, le quatrième exercice, là, on est plus sur quelles sont les personnes que vous admirez profondément. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous faites appel au héros, voilà, le héros, c'est le héros ou une héroïne hein, d'ailleurs. Hein, c'est quelqu'un qui va justement être le représentant des valeurs pour vous. Ce héros, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un membre de votre vie, il peut être, comment dire, réel ou imaginaire, mais en tous les cas, il représente quelque chose pour vous, puisque c'est votre héros. Donc, allez voir les personnes que vous admirez profondément. Et faites la liste de ces qualités-là, vous voyez, des qualités et des réussites que vous admirez, par exemple, chez ces personnes-là. Et ça va vous faire réfléchir sur quoi ça résonne en vous. Ensuite, il y a un autre exercice, c'est une liste préétablie de valeurs dans laquelle vous pouvez aller peut-être piocher, mais je trouve que ça fait moins bien travailler, ça peut aider. Voilà, c'est une anti-sèche. Voilà. Alors, vous allez me dire pourquoi définir ces valeurs. Ben, vous mettez le doigt sur votre identité. Parce que quand on touche aux valeurs, on touche à l'identité. Et deux, c'est une vraie source de motivation. Être aligné avec ces valeurs, ben, ça permet d'augmenter l'estime de soi, en fait, hein, d'être en harmonie, de dégager une belle énergie, en fait. Hein. C'est pour ça que c'est important de définir vos valeurs, c'est votre pièce d'identité. Alors maintenant, on va aborder le sentiment d'importance. Souvenez-vous, il y avait 3 piliers. Celui-ci, c'est le deuxième. Alors, est-ce que vous vous ressentez comme importante? Se sentir important signifie se percevoir comme une personne digne d'intérêt. Voilà. D'intérêt, d'attention. Une personne qui a une valeur, mais sans condition. Vous voyez? De manière inconditionnelle. Le sentiment d'importance, c'est vraiment ça. C'est être digne d'intérêt et avoir de la valeur d'une manière inconditionnelle. Alors, le sentiment d'importance est élevé quand, à un moment, dans l'instant présent, vous vous consacrez du temps. Voilà. Et que vous prenez soin de vous. Et là, le sentiment d'importance est élevé. Parce que vous bloquez un créneau horaire, une journée, un moment, bref, vous prenez rendez-vous avec vous-même. Et si vous le faites, c'est parce que vous savez que vous avez de la valeur. Et là, votre sentiment d'importance, il est élevé. A contrario, un sentiment d'importance faible se manifeste soit par une présence trop intense, c'est-à-dire des personnes qui monopolisent la parole, ou alors l'inverse, un détachement, de l'ennui, de la démotivation, c'est tout l'inverse de la personne qui parle trop. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas de figure, la personne ne se sent pas à sa place. Ça signifie simplement qu'elle est disponible pour les autres, mais pas pour elle-même. Voilà ce que signifie le sentiment d'importance. Donc, développer son sentiment d'importance nécessite de se consacrer du temps et de prendre soin de soi. Alors, comment on fait justement pour savoir si on est important, quelles sont nos valeurs, etc. En fait, je l'avais annoncé au démarrage, c'est de l'auto-observation. C'est-à-dire que vous allez vous auto-observer. C'est un exercice sympathique. Hein. Moi, je vous invite à le faire parce que moi, je me prends en plein flagrant délit à avoir des pensées à dessous. Mais bon, en même temps, on crée 60 000 pensées par jour. Hein. C'est quand même
énorme, notre cerveau mouline. Hein. Donc, 60 000 pensées qui naissent, qui disparaissent dans notre cerveau tous les jours. Alors, c'est pour ça que je vous disais, moi, je trouve que c'est intéressant de les observer parce qu'il y en a certaines qui nous plombent et celles-là, eh ben, on peut les modifier. Donc, comment faire? Eh ben, canaliser ses pensées. Voilà. Canaliser ses pensées, c'est quand tu t'aperçois que ton mental part dans tous les sens, en fait, tu reviens à toi, à l'instant présent, en pensant à ta respiration. C'est-à-dire que tu te connectes à ta respiration. Ça prend 3 secondes, hein, je vous assure. Hein. C'est hop, je vois une pensée passer qui ne me plaît pas, qui est en train de me plomber, je respire 2 minutes et je rectifie, ça prend 5 secondes. Voilà. Et en plus, votre cerveau va s'habituer. Donc en fait, ici, c'est une invitation à prendre le contrôle du flot de pensée incessant que nous avons. Et dans les 60 000, à mon avis, il doit y en avoir un paquet qu'on pourrait foutre à la poubelle. Un autre moyen, mais je ne l'ai pas précisé ici, qui permet quand même de bien canaliser ses pensées, c'est le calme mental. Et le calme mental, pour ma part, après, il y a plein de gens qui utilisent plein d'outils différents, hein, mais pour ma part, c'est la méditation. Voilà, quand je médite, même 10 minutes, un quart d'heure, je mets mon cerveau en sourdine. Alors, des fois, j'y arrive, des fois un peu moins, mais peu importe, j'ai mis le calme mental et donc j'ai diminué à travers la méditation le flot de pensée. Et ça fait du nettoyage, en fait. Alors, 3e pilier, le sentiment de compétence. Le sentiment de compétence, ici, il s'agit de reconnaître ses compétences. Donc, se sentir compétent. Ça signifie quoi? Ça veut dire que je me sens à la hauteur, je suis capable, j'ai les ressources, même si je ne sais pas comment, je sais que je vais arriver à. Vous voyez? C'est de faire face à des situations, en fait. Hein. Et dans la compétence, on met le doigt sur le savoir-faire, bien sûr, mais sur nos ressources internes aussi. Et donc, sur la confiance en soi. Le sentiment de compétence, c'est à la fois le savoir-faire et à la fois la confiance en soi que nous savons faire, la confiance que nous avons, que nous savons faire. Parce que parfois, nous savons faire les choses, mais nous n'avons pas confiance. Ce qui est bien dommage. Donc, self-confidence, voilà, c'est ça. C'est avoir confiance en soi aussi, le sentiment de compétence. Alors, la confiance, trust yourself. J'aime bien ce que dit Frédéric Lenoir. Il est nécessaire de prêter attention à l'avis d'autrui. Cependant, un être humain doit pouvoir acquérir assez de confiance en lui pour ne plus constamment se soucier de l'approbation ou des critiques d'autrui. Oui, c'est bien de tenir compte de l'avis des autres. Voilà. Ça peut nous permettre de gagner de la confiance. Mais on ne peut pas non plus s'appuyer et se soucier de l'approbation ou des critiques de notre environnement en permanence. Sinon, ça voudrait dire qu'on va aller chercher une validation à l'extérieur de nous-mêmes. Alors, la confiance. La confiance, c'est cette conviction. Alors, en termes simples, je vais d'abord faire une différence entre la confiance et l'estime. La différence entre l'estime de soi et la confiance en soi réside dans le ressenti et l'action. La confiance en soi, en fait, c'est l'action. L'estime de soi, c'est le ressenti. L'estime de soi, c'est plutôt dans le sentiment, que c'est vraiment sentir. Et la confiance, c'est plutôt l'action que ça suppose. Et la confiance en soi, c'est cette conviction. Moi, j'aime bien parler de foi. Voilà, avoir foi. Voilà, cette foi que nous avons en nous, qui nous fait avancer, même si parfois on ne sait pas comment. Voilà, c'est être conscient que nous disposons des capacités suffisantes pour apprendre et passer à l'action en vue de réaliser nos objectifs.
En somme, c'est croire en son potentiel et en ses capacités. Alors, je vous ai mis ça, mais j'aimais bien, enfin j'ai hésité, puis finalement je l'ai mis. C'est la roue des choix de la confiance en soi. Alors, vous n'êtes pas obligé de retenir tout ce qu'il y a dans cette roue, mais croyez-moi, ce sont de jolies clés faciles que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien et qui sont très aidantes en fait. Hein. Alors, je me répète un mantra sur la confiance tous les jours. Un mantra, c'est une phrase, un mot que vous répétez tous les jours, au réveil, avant de vous coucher, 3 fois par jour, bref. C'est quelque chose, je vais vous en proposer un certain nombre, vous verrez. Moi, j'ai mis ça devant mon bureau, en fait. Hein, j'ai des affirmations positives. Et en fait, ce qui est génial, c'est le fait que je les mette devant moi, je les lis inconsciemment. Et donc, ça rentre dans mon inconscient. Alors, des fois, je les lis inconsciemment, et des fois, je les lis consciemment, évidemment. Mais je vous avoue que l'inconscient fait son travail. Ici et maintenant, je me concentre sur mes sens et ma respiration sans réfléchir. Pourquoi? Parce que si à un moment donné, vous avez un doute quelconque et vous vous sentez vaciller, recentrez-vous. En fait, là, on parle de centrage, de recentrage. Et la meilleure façon de se recentrer, c'est de revenir à soi. C'est pour ça que je vous ai dit, faites-vous un big hug, les filles, parce que c'est juste le kiff absolu. Se faire un big hug, bien respirer, se connecter à soi, à ses sens, dans l'instant présent, sans le mental. Et croyez-moi, comme par magie, voilà, il y a comme cet effet-là, en fait. Hein. Et j'aime bien cette histoire aussi de « j'imagine que mon héros préféré est à mes côtés ». Alors, ce héros, vous voyez, ça peut être un protecteur, ça peut être quelqu'un que vous aimez beaucoup, ça peut être… Et ça vous donne de la force, en fait. Hein. Ça peut être un ancêtre, hein, ça peut être… Bref, c'est vous qui choisissez. Hein. Mais que ce héros ou cette héroïne préférée soit à vos côtés, ça vous donne de la force et du courage, en fait. Hein. Pensez à quelqu'un qu'on aime et qui nous aime, en fait. Hein. Plutôt à quelqu'un qui nous aime. Ça aussi, ça donne de la force et du courage. Se souvenir de quelque chose que j'ai réussi. Ça aussi, ça booste. Hein. J'imagine que je conseille quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Imaginez que la personne, elle soit dans la situation à laquelle vous vous trouvez au moment où vous manquez de confiance. Qu'est-ce que vous lui diriez? Et puis, si vous faisiez par exemple comme si vous aviez confiance en vous, vous marchez le dos droit, une marche rapide, les épaules relevées, et si vous faisiez comme si, qu'est-ce que ça ferait? Et puis, je fredonne une chanson. Là, c'est chanson de confiance, mais en fait, fredonnez une chanson qui vous parle à vous et qui fait écho. Si vous construisez par vous-même cette roue de confiance en soi et vous l'imprimez, ou que vous la faites à la main, tout simplement, hein, prenez un compas, faites un cercle, vous avez… vous avez 8 parts, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça, 8 parts à faire dans votre cercle et vous construisez votre roue, en fait. Et dès que vous avez un coup de mou, vous faites ça, vous allez voir, ça va vous recharger à bloc. Hein. C'est un outil hyper simple, facile et qui peut vraiment vous aider, vraiment. Alors, ça, je vous l'ai mis quand même parce que je trouvais ça sympa. Redresse-toi comme si un fil reliait le sommet de ton crâne. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. La marche 2. J'aime bien ça, souris dans ta tête. Moi, dès que je me dis souris dans ta tête, en te rappelant un souvenir, quelque chose qui m'a fait rire en général, hein, ou d'un succès, et tout de suite, voilà, ça crée la patate là. Si vous pensez là maintenant à quelque chose qui vous a fait marrer, vous allez voir, vous allez avoir le sourire en fait. C'est quand même, l'humain est quand même vachement bien fait, quoi. Marche 3, prends conscience de ton stress et imagine que c'est une boule d'énergie qui t'aide à réussir. Et là, en fait, l'exercice, c'est transformer. Transformer quelque chose qui vous stresse, parce que le stress, finalement, c'est quoi? C'est une énergie. D'accord? C'est une énergie. Il y a le bon stress et il y a le stress qui est moins sympa. Bon.
Le stress, quand par exemple vous devez parler en public ou j'en sais rien et vous êtes stressé, ben, imaginez ce stress-là comme étant une boule d'énergie qui va vous apporter du courage en fait. Là encore, pensez à quelqu'un qui vous aime et dites-lui merci dans votre tête. La visualisation. La visualisation, pour moi, c'est l'une des plus belles clés. Se visualiser en train de réussir, c'est une clé hyper importante. Pourquoi? Parce que en hypnose ericksonienne, par exemple, on se sert, et en PNL aussi, on se sert de la visualisation. Les grands sportifs, bref, les performeurs en fait, les performeurs font souvent appel à la visualisation. Et en hypnose et en PNL, on fait appel à ça. Pourquoi? Parce que le cerveau, à un moment donné, quand on est dans un état de détente et qu'on lui envoie des images, le cerveau ne sait plus faire la différence entre ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Et donc, la visualisation, c'est une superbe clé. Et puis lancez-vous, jetez-vous à l'eau. Croyez, et puis, faites de votre mieux. Faites de votre mieux. Voilà. Et lâchez le stress et la pression, en fait. Quand vous manquez de confiance en vous, c'est qu'en général, vous avez un challenge à relever. Voilà. Alors, quelques clés. Transformez votre peur en confiance en soi. C'est-à-dire ne pas s'épuiser. C'est-à-dire que quand vous êtes pris par la peur, ça vous bouffe. La peur est une énergie qui est très consommatrice. D'accord ? Et l'énergie que l'on passe parfois à vouloir contrôler nos émotions, eh ben, ça nous met KO en fait. Donc, quand vous êtes pris de peur, vous allez faire du sport, vous faire de la méditation, ou vous allez voir quelqu'un, vous en parler, vous allez vers les autres, occupez votre esprit et confiez-vous, si possible, à des gens bienveillants autour de vous. Deuxième clé, ouvrez-vous aux autres. C'est vraiment important parce que créer le contact avec les autres, échanger, ça permet d'établir des liens et donc ça renforce la confiance. Une clé importante, c'est l'authenticité. Soyez pleinement vous-même. C'est-à-dire que c'est bien de s'appuyer sur des modèles, des gens qui ont du leadership, etc. Mais imiter, c'est aussi se limiter. Vous voyez, donc cherchez quand même dans cette façon de faire ce qui vous convient le mieux. Car c'est là que vous serez plus à l'aise. Et donc, c'est comme ça que vous pourrez augmenter la confiance en vous. L'autosuggestion pour combler le manque de confiance en soi. Alors ça s'appelle la pensée positive ou mantra. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais vous en proposer une vingtaine, je crois. C'est super, c'est top. Vous vous levez le matin, vous répétez ça au petit déjeuner, au déjeuner le soir. Enfin bref, quand vous voulez, sous la douche, peu importe. Mais en tous les cas, la répétition. Il y a deux choses qui marchent très très bien avec le cerveau. La visualisation et la répétition. C'est pour ça qu'on fait répéter 3, 6, 9, 21 fois. C'est le temps que le cerveau met pour intégrer. Voilà. Donc, recourir à la pensée positive ou à des mantras, c'est quelque chose de fort, en fait, de plus puissant que vous ne pourrez ne le penser, en fait. Et là, il ne s'agit pas de se mentir ou de se raconter des histoires, mais réellement de prendre conscience de ses capacités, de ses ressources personnelles. Un excellent moyen pour retrouver confiance en soi, c'est de se fixer des objectifs, c'est-à-dire se fixer des objectifs atteignables. C'est-à-dire vous allez vous challenger. Si vous ne vous lancez pas, se lancer en fait des challenges, c'est important parce que c'est stimulant et vous allez pouvoir vous concentrer. Mais vous concentrer sur quoi? Sur les étapes et non sur le but. Vous voyez, si vous vous donnez des challenges qui dépassent, qui ne sont pas atteignables, ça va vous foutre KO, vous allez dégoûter et puis au final, ça va plomber votre confiance. Par contre, si vous donnez des objectifs que vous savez que vous êtes en capacité d'atteindre, ce qui est important, c'est comment vous allez vous y prendre pour justement à chaque étape, pour finalement atteindre le but. Voilà.
Et c'est les étapes que vous allez mettre en place, la façon dont vous allez construire ça, qui va vous faire gagner confiance en vous. La technique des petits pas. En fait. Moi, j'aime bien ça. Tirez profit de vos erreurs. En fait, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec. Il faut arrêter. Peur de se tromper, c'est humain. Se tromper, c'est tout à fait humain. Faire des erreurs, c'est de l'apprentissage. C'est faire de l'apprentissage. Tirez profit de vos erreurs pour progresser. Voilà. On se plante une fois, on a compris, on fait mieux la prochaine fois, on se replante une seconde fois, ah, il y a quelque chose qu'on n'avait pas vu, jusqu'à y arriver. Voilà. Et entre deux, eh ben, vous avez fait une meilleure version de vous-même à chaque fois. Version 1.1, version 1.2, jusqu'à être la version qui vous convient. Alors là, je m'ai fait du sport parce qu'en fait, en réalité, l'activité physique, ça aide à retrouver l'assurance en fait. Parce que quand on bouge, on met en place, on active certaines hormones qui nous permettent en fait d'être mieux dans notre corps et donc forcément mieux dans notre peau. Et quand on est mieux dans notre corps et dans notre peau, on gagne confiance en soi. Voilà. Et puis, il y a aussi les hormones qui nous stimulent et donc qui nous fait nous sentir bien. Et donc, ça aussi, ça stimule la confiance. Alors, une clé majeure aussi, et ça, c'est un point de vigilance, ne jamais perdre confiance en soi en se comparant. Il n'y a rien de pire, franchement. Vous êtes ce que vous êtes. Apprenez à vous accepter et à vous aimer tel que vous êtes. Vous ne savez pas quelle est l'histoire de l'autre. Vous ne connaissez pas le contexte. Voilà, chacun son parcours. Alors, 20 puissants mantras à répéter. Vous en ai mis un paquet. Alors, vivre selon mes valeurs et ce qui compte le plus. Par exemple, alors je vous ai mis en une autre couleur, c'est qui me plaisait bien, moi. Je fais de mon mieux à chaque instant. Ouf, ça permet de souffler parce que je fais de mon mieux. Je ne peux pas faire plus que mon mieux. Donc, je fais de mon mieux à chaque instant. Et là, vous verrez, on lâche en pression. Et l'échec, en fait, c'est une étape vers la route du succès. Quand vous avez peur de vous tromper ou de vous casser la figure, dites-vous bien que c'est ce qui va vous mener au succès, en fait. Au plus j'aide les autres, au plus je m'épanouis. Au plus je m'épanouis, au plus je réussis. J'aime bien aussi le futur se construit au présent. Je travaille mes faiblesses sans les cacher. J'aime bien aussi les phrases, alors je vais vous en lire, j'en ai dans mon bureau. Chaque jour, je m'améliore de plus en plus dans tous les domaines. Tout vient à moi facilement et sans effort. Je suis un être radieux, plein d'amour et de lumière. Ma vie s'épanouit dans une totale perfection. Mais en fait, ça, ce sont des phrases que quand vous allez les répéter, en fait, elles vont finir par rester ancrées en vous. Et elles vont vous gonfler et renforcer votre confiance. C'est vraiment un très bel outil, hyper simple, facile, et que vous pouvez mettre en œuvre très facilement. Alors, bon, moi, il y a celle-ci que je vous ai proposée, mais il y en a plein partout. Vous pourrez en trouver plein, en fait. Voilà. Dernier pilier, le sentiment de sympathie. Alors, le sentiment de sympathie, qu'est-ce que c'est? Le sentiment de sympathie, c'est se sentir sympathique. Est-ce que se sentir aimable? Moi, j'aurais tendance à dire oui. Se sentir sympathique, c'est s'apprécier soi-même, en fait. Parce qu'avoir des sentiments positifs à son égard, se sentir aimable, c'est quelque chose qui nous fait du bien. Voilà. La personne qui éprouve ce sentiment de sympathie élevé, il est élevé parce qu'elle accepte de s'ouvrir et de parler d'elle d'une manière authentique quand cela lui est utile. En fait, elle s'ouvre aux autres. Une personne qui a un sentiment de sympathie, donc un sentiment positif à son propre égard, et quand ce sentiment est élevé, ça signifie simplement qu'elle accepte de s'ouvrir, mais d'une manière authentique, dans ce qu'elle est, tout simplement. Et quand elle le souhaite, quand ça lui est utile. A contrario, un sentiment de sympathie faible,
c'est l'inverse de l'ouverture et de l'acceptation, hein, c'est la fermeture aux autres et puis en même temps à soi-même. Hein. Donc, quand on se ferme aux autres, on se ferme à soi aussi. Hein. Et donc, pour développer son sentiment de sympathie, eh bien, on a intérêt à se centrer sur les aspects que nous apprécions chez nous-mêmes et de s'en nourrir. De se nourrir de quoi? De la sympathie que les autres nous montrent. Alors, pourquoi ça dans l'estime de soi? Parce que le sentiment de sympathie est quelque chose qui gonfle l'estime de soi, qui renforce l'estime de soi. Quand nous cherchons tous à être sympathiques à un moment ou à un autre, hein, pas en permanence bien sûr, mais nous cherchons tous à un moment ou à un autre à être sympathiques, à plaire, au besoin de plaire. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se plaire. Et que c'est valorisant de savoir que notre compagnie est appréciable, que nous sommes aimables. Ça nous valorise. La relation aux autres renforce notre valeur perçue, celle que nous cherchons à l'extérieur. En fait, c'est de la nourriture. C'est une nourriture que vous donnez au cœur. Là, on ne parle pas d'ego. Hein. On n'est pas en train de dire j'ai 70 000 amis, donc je suis quelqu'un de très sympathique et donc ça renforce mon ego. Non, on est en train de dire telle personne à tel moment a passé du temps avec moi et c'était fort sympathique et elle est sympathique et elle me trouve sympathique, je le sais, et donc ça me fait du bien parce que ça me réchauffe le cœur. Voilà. Et donc, attention, parce que plaire en étant authentique, dans l'affirmation de soi. Bien entendu, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et en réalité, la perception que les autres ont de nous, en réalité, elle ne nous appartient pas. Pourquoi? Parce que les autres, ils nous perçoivent, comme nous d'ailleurs, nous percevons les autres, hein, ça va c'est dans un sens comme dans l'autre. Hein. La perception qu'ont les autres, eh ben, elle s'opère avec un filtre. Comme nous avons nos filtres. Souvenez-vous, valeurs, croyances, ce sont des filtres. D'accord? Et je n'ai pas parlé des parts d'ombre. Donc, en réalité, nous aussi, nous sommes le reflet, le miroir des autres. Donc, en fait, tout dépend de ce que l'autre voit en nous. En réalité, on aime voir en l'autre ce que l'autre aime voir en nous. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis peut-être pas très claire, mais ce que j'essaie de dire, c'est que si je trouve quelqu'un de sympathique, c'est parce qu'il a une valeur qui résonne chez moi. Ça peut être la gentillesse et la générosité, qui sont des valeurs qui sont importantes pour moi et qui résonnent. Et vous, ça peut être autre chose, ou ça peut être ça aussi. Et donc, bien sûr que la perception que les autres ont de vous, bah, ça leur appartient. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit le ménage. Hein. Donc, quand c'est positif, c'est bien, mais si les gens ne vous trouvent pas sympathique, ça leur appartient aussi. Hein. Voilà. Alors, accueillir nos parts d'ombre. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Voilà. Il n'y a pas d'ombre sans lumière. Qu'est-ce que c'est que les parts d'ombre? C'est cette part, cette partie de nous, que nous refoulons par souci d'adaptation, en fait. Hein. Voilà. Il y a des choses qui sont en nous qu'on ne laisse pas émerger parce qu'on est à un moment donné dans un environnement, il peut être familial, ça peut être professionnel, amical, peu importe, hein, mais on étouffe cette part de nous pour nous adapter à l'environnement dans lequel on se trouve. Et plus on met de la force à refouler cette part de nous, et de toutes les façons, à un moment donné, elle jaillira avec une force qui va nous dépasser en fait. Hein. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'on ne veut pas savoir de nous-mêmes finit par arriver de l'extérieur, comme un destin. Voilà. Parce qu'en fait, ces parts d'ombre, ce sont des projections. Nous cherchons en fait à nous en libérer.
parce que de quoi on souhaite se libérer, de certains défauts ou de ce que nous pensons être des défauts. Voilà. Et nous avons tous et toutes des parts d'ombre. Et plus nous les mettrons à la lumière et nous les accueillerons avec amour et bienveillance et compassion, et plus nous pourrons les intégrer et plus nous serons authentiques. Souvenez-vous tout à l'heure, je dirais sentiment de sympathie, mais attention, plaire en étant authentique, c'est-à-dire en étant vous-même et donc avec vos parts d'ombre. C'est vraiment important. Alors, pour finir, pourquoi on parle de l'estime de soi au féminin? Alors, parce que, de mon point de vue, mais là c'est un point de vue que je vous partage, après à vous de voir si ça résonne en vous, mais aujourd'hui, si vous voulez, les femmes, d'une manière très large, très large, très large, on a parlé la dernière fois, j'avais fait un webinaire sur l'amour de soi et la blessure de l'abandon. On avait parlé de l'autonomie affective. Et donc, guérir de ces blessures, gagner en autonomie affective, rend l'être indépendant sur le plan affectif. Ça ne veut pas dire indépendant, je n'ai pas besoin de l'autre. Non, c'est indépendant dans le sens où j'ai suffisamment d'amour pour moi, je ne vais pas le quémander à l'extérieur. J'ai de l'amour pour moi et je peux avoir de l'amour pour les autres aussi. Ce n'est pas une exclusion. Au contraire, l'un peut aller avec l'autre ou pas. C'est un choix personnel. Et donc, gagner en indépendance affective permet aux femmes de reprendre leur souveraineté, ce qui leur revient de droit. Nous ne le savons pas toujours, en fait, mais souvent, par une mauvaise estime de soi, une mauvaise confiance en soi, en fait, on fait de l'auto-sabotage. Et pourquoi je parle de l'estime de soi au féminin? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de violences faites aux femmes parce qu'elles manquent d'estime. Elles manquent d'estime. Elles n'ont pas assez d'estime pour elles-mêmes. Elles manquent de confiance et d'estime d'elles-mêmes. À ne pas croire qu'elles sont capables ou qu'elles croient ou pensent que leur valeur est moindre. Mais en réalité, c'est une illusion. Ce sont, si vous voulez, des codes que nous avons toutes à un moment donné reçus dans notre éducation, dans notre environnement, etc. Et donc, nous avons baigné dans un magma de croyances qui nous ont souvent plombés, en fait. Et donc, l'estime de soi au féminin est encore plus importante puisqu'on a des choses à travailler sur nos croyances afin de retrouver notre souveraineté et donc notre puissance. Je ne parle pas de puissance en termes de domination. Ici, il s'agit de puissance dans le sens autonomie. Voilà, c'est dans l'autonomie, cette puissance dans l'autonomie, c'est-à-dire subvenir par soi-même à ses besoins sur le plan affectif, en fait. Et donc, la clé majeure est d'asseoir l'estime de soi, pour moi. Et donc, vous voyez, il y a des femmes qui se sont levées pour que nous, on puisse voter, par exemple. Le statut de la femme n'est pas estimé à sa juste valeur aujourd'hui. Et quand je dis ça, je parle à l'échelle planétaire. Je ne parle pas de l'Occident ou de l'Orient. C'est vraiment à l'échelle humanitaire. On a même parlé à un moment donné de sexe faible. Il y a vraiment des croyances qui sont inscrites dans l'inconscient collectif et individuel. Ça, il n'y a pas de doute, en fait. C'est vrai que la femme a revendiqué ses droits, elle a obtenu gain de cause, le droit de vote, elles occupent des postes à responsabilité, elles ont, on va dire, plus de place dans la société, plus, en fait, c'est pas plus, alors on va dire qu'elles créent leur place dans la société, c'est vrai, mais il n'en reste pas moins
qu'elle doit, dans certains cas de figure, pas tout le temps, mais dans certains cas de figure, elle doit démontrer, prouver encore et encore qu'elle est compétente, qu'elle a des capacités. Et d'ailleurs, enfin, à titre de rappel, mais je sais que vous le savez, mais à compétence égale, sur un même poste, un homme va gagner 20 à 30% plus qu'une femme. Donc, vous voyez, ça c'est quand même, et c'est d'actualité. Il y a encore beaucoup de femmes qui décèdent sous le coup de leur conjoint. Bref, je ne vais pas vous faire la liste. Alors, je vous rassure, je ne suis pas une féministe. Hein. Pas du tout. Je n'adhère à aucun mouvement. Mais par contre, ça me fait beaucoup de peine, en fait, de constater encore ces choses-là de nos jours. Voilà. Et moi, j'en fais ma mission de vie, en fait. C'est-à-dire que c'est pour ça que je fais des webinars, je m'explique par rapport à ça. C'est pour ça que je fais des webinars, c'est pour ça que je fais des choses gratuitement alors que les gens sont tranquillement dans leur télé. Moi, je suis là à avoir bossé toute la journée pour préparer tout ce support et être avec vous. Ben parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire. Hein. Et moi, je le fais à mon échelle, en fait. Hein. Et ce n'est pas, en fait, on ne vit pas dans un équilibre, vous voyez. Et on conserve en fait encore en nous les mémoires de l'humanité à travers nos cellules. Il faut savoir que les cellules, elles ont de l'énergie. D'accord? Nos cellules, tous. Nous, tous, je veux dire hommes et femmes. Et quand je dis les mémoires, je ne parle pas que des mémoires des femmes, je parle de mémoires de l'humanité. D'accord? Dans les mémoires, dans les cellules, il y a de la mémoire. Les cellules gardent en mémoire des codes. Il faut le savoir. Et les codes de l'estime, qui est donc une valeur, sont ancrés depuis des millénaires dans nos mémoires. Alors, c'est vrai qu'il y a du progrès, je ne vais pas dire le contraire, de part et d'autre, mais ça reste insuffisant. Alors, comment on peut faire, vous allez me dire? Eh bien, déjà, c'est de se prendre en main. Voilà, se prendre en main et travailler sur soi. Alors, si tu veux que le monde change, opère les changements en toi. C'est-à-dire que quand on veut quand on attend d'une société qu'elle change, alors oui, on peut sortir dans la rue, brander des drapeaux, oui, ben, c'est tout à fait possible. Là. Il y a des féminicides, je ne sais pas comment on les appelle, là. Elles se mettent à poil sur la rue. Enfin bon, bref, chacun fait comme il veut. Elles revendiquent à leur façon. Moi, personnellement, ce n'est pas comme ça que je le vois. Moi, je veux pouvoir apporter ma pierre à l'édifice en changeant moi-même. Parce que si moi je change, je vibre quelque chose de différent, alors je vais le vibrer autour de moi. Et si je le vibre autour de moi, je peux devenir un modèle et inspirer des gens et d'autres femmes. Je vois trop de femmes avoir de grandes qualités, des dons et des talents et ne pas oser le faire. C'est un pur gâchis en fait. C'est du gâchis. Voilà. Et le monde changera quand nous, toutes, on opérera des changements en nous. Parce que si on opère des changements en nous, on changera la mémoire cellulaire de toute l'humanité. Alors, il y a du boulot, mais moi, j'y crois. Je veux y croire en tous les cas. Bref, alors, vous êtes ce diamant. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a du travail, voilà. Il faut détricoter des croyances. Je dirais même déprogrammer ces programmes, parce que ce sont des programmes inconscients la plupart du temps qui sont installés. Il faut déprogrammer tout ça. Il faut se donner des autorisations de briller et d'être magnétique. Et ça, vous voyez, ça y va de notre santé. Rappelez-vous, hein, tout est énergie dans la vie. Une belle estime de soi amène confiance, compétence, sympathie. Alors, franchement, il ne faut pas se séparer, faut pas se priver de ça, quoi. À l'inverse, la peur, ça crée la maladie. C'est de toutes les façons sur l'échelle émotionnelle. L'inverse de l'amour, c'est la peur. L'estime de soi, c'est une pièce maîtresse de l'amour de soi, de toutes les façons. Donc, en vous réalisant dans les sphères de votre vie, eh ben, vous créez une nouvelle vie, une nouvelle version de vous-même. Vous êtes comme ce diamant, c'est-à-dire que lui, ce diamant,
il ne fait rien, il brille, juste en étant ce qu'il est. Ben voilà, vous serez ce diamant. Donc, nous sommes responsables. Nous sommes responsables de cette estime, de l'estime que nous avons de nous-mêmes. C'est une affaire personnelle. Donc après, chacun fait ce qu'il veut. Je vous partage ici un mouvement que moi j'ai envie de mettre, que moi je mets en place. Et puis, si ça résonne pour vous, c'est très bien. Si ça ne résonne pas, bien ça ne résonne pas et ce n'est pas bien grave. Mais par contre, c'est important, si ça résonne pour vous, d'être bien consciente que nous sommes toutes actrices de nos vies et non des spectatrices. Nous sommes responsables. Nous avons à travailler là-dessus. Pourquoi? Parce qu'une haute estime de soi, regardez le schéma là, vous voyez, quand il y a une haute estime de soi, qu'est-ce qui se passe? Quand on a une haute estime de soi, ça augmente la confiance, donc on peut passer à l'action. Vous voyez, donc on a des actions fréquentes. On ne se freine pas pour l'action, vous voyez? Si on est en réussite suite à cette action, on se félicite, on se fait des bravos, on se fait des big hugs, on est super content, l'estime de soi augmente. Si cette action est un échec, on relativise parce que de toutes les façons, il n'y a pas d'échec, il y a que des apprentissages. Bon. Et donc, l'estime de soi se maintient à flot, et comme on a une belle estime de soi, eh bien, on repart sur une action pour réitérer et donc rentrer dans un cercle vertueux. Voilà. Sur la droite, mauvaise estime de soi. Donc là, la mauvaise estime de soi, c'est un frein à l'action. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est la procrastination, c'est je me plombe et je me freine et je me mets des blocages, bref. Donc, il y a quelques actions, elles sont rares. Et donc, si cette action que l'on mène est une réussite, de toutes les façons, on doute tout le temps. Oui, j'ai réussi, mais c'est parce qu'il s'était passé telle et telle chose. Ça n'a rien à voir avec moi, bien entendu. Voilà. Donc, l'estime de soi reste inchangée. Et si c'est un échec, alors là, on va se dévaloriser, on va se conforter en se disant « Ah, je le savais bien de toutes les façons ». Et l'estime de soi continue à diminuer et on rentre dans un cercle à l'inverse vicieux. Voilà. Donc, nous sommes responsables de nous-mêmes, nous sommes en charge parce que nous ne sommes pas spectatrices de nos vies, mais bien actrices de nos vies. Et donc, rentrer dans ce cercle vertueux et devenir ce fabuleux diamant, eh bien, on a tout à y gagner. Souvenez-vous, les énergies, c'est les pensées sont des énergies, les émotions sont des énergies. Donc, plus vos énergies montent et plus, en fait, vous gagnez en santé, en développement, quoi. C'est tout bénef. Ça change la vie, croyez-moi. Voilà. Alors, pour rebondir pour les énergies. Alors, donc là, je vais faire un lien avec les énergies féminines et les énergies masculines. Donc, le féminin, si vous voulez, c'est l'énergie gauche, d'accord, qui représente la lune et la réceptivité. Le côté droit, c'est ce qui représente le soleil et c'est le donner, à l'inverse de la réceptivité. Bon, pourquoi je vous dis ça? Parce que nous sommes faits d'énergie. Et un autre moyen de bien regonfler l'estime de soi, c'est travailler sur ces énergies, d'aborder en fait le développement personnel par un biais énergétique. Donc le yin, c'est l'énergie féminine, c'est celle qui est capable d'intuition, c'est cette capacité à réfléchir, à créer. L'énergie féminine, c'est ça. Le yang, c'est l'énergie masculine, c'est celle qui est capable de réaliser, de concrétiser, et donc c'est l'action. Ok ? Donc, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit simplement que les hommes et les femmes sont tous deux composés de ces deux énergies. D'accord? Tous les êtres humains sont composés d'énergie féminine et d'énergie masculine. Voilà. Donc, le yin et le yang. Donc, moi, j'aime bien cette image-là, je vous l'ai mise parce que je la trouve très jolie. Dans chaque projet que nous mettons en place dans la vie, nous utilisons toujours ces deux énergies et toujours dans le même ordre. Donc, le yin, il va d'abord conceptualiser, imaginer un projet, et le yang va le concrétiser afin de le rendre possible. C'est toujours dans cet ordre que s'établit l'équilibre
D'abord le yin et ensuite le yang. Donc, quand les choses ne se font pas dans cet ordre-là, ou quand l'une des deux énergies s'efface au détriment de l'autre, ça veut dire simplement que nos énergies ne sont pas équilibrées, que notre personnalité est soit dans un excès de yin, soit dans l'excès du yang. Bref, il y a quelque chose qui cloche. Alors, comment on trouve l'équilibre? Eh bien, on trouve l'équilibre, en fait, parce qu'avant d'agir, on réfléchit en conscience dans le respect de soi-même et des autres. D'accord? Donc, on ne s'efface pas pour les autres. C'est ça l'équilibre. Le bon équilibre, c'est je réfléchis, j'agis en conscience dans le respect de moi-même et des autres. Je ne m'efface pas au détriment de moi-même et au bénéfice des autres. Je me fais passer en priorité dans ma vie parce que je suis maître de ma vie et que je suis le seul être maître de ma vie. On fait confiance à l'autre et on peut s'appuyer sur les autres quand on a besoin d'aide. On exprime ses émotions, ses besoins, je me sens, j'ai besoin d'eux, etc. Donc, êtes-vous équilibré dans vos relations avec vos relations avec vous-même, dans la relation que vous avez avec vous-même? Mal formulé ces trucs. Bref, si vous repérez un déséquilibre, vous allez devoir le compenser en fait, c'est-à-dire gagner dans la polarité qui vous manque. Vous voyez? Donc, comment faire pour mettre de l'équilibre et compenser? Enfin, l'idée, c'est pas de compenser justement, c'est de mettre de l'équilibre. Donc, quelques petits conseils. On formule des demandes quand on a besoin de quelque chose sans attendre que ça nous tombe dessus. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais certaines personnes ont peut-être du mal à demander. Si vous avez du mal à demander, vous avez un déficit énergétique. Clairement. Pourquoi? Parce que la gauche, c'est la réceptivité, la droite, c'est le donner. Si vous avez du mal à recevoir, alors vous n'êtes pas dans une belle relation avec vous-même dans le donner-recevoir. Vous donnez plus facilement que vous ne recevez. Et ça, c'est un déséquilibre. Et donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça va déséquilibrer vos énergies. Et si ça déséquilibre vos énergies et donc votre partie féminine, eh bien, tout simplement, ça va créer des problèmes de santé et aussi, quelque part, influencer sur l'estime de soi. Donc, on trouve le juste milieu entre le donner et recevoir. Et on sait donner à bon escient. C'est-à-dire qu'il faut donner, d'accord, mais sans être dans une relation de sacrifice vis-à-vis des autres. Ça aussi, donner, si vous voulez, et là on est dans le yang, sans se respecter avec du sacrifice, là il y a aussi un déséquilibre énergétique. Et là aussi, ça plombe l'estime de soi. Donc en fait, on établit des relations équilibrées avec les autres, d'ailleurs qui ne sont pas à sens unique, et dans lesquelles on s'épanouit, qui sont constructives et qui ne sont pas basées simplement sur la domination ou le pouvoir. Parce que si on est dans la domination et le pouvoir, on est forcément dans la souffrance. Et plutôt sur le partage, l'échange et la réciprocité, en fait. Voilà. Alors, pour finir et pour conclure, les quelques clés au niveau de l'estime de soi. Prendre conscience. Alors, prendre conscience de quoi? Prendre conscience que l'estime de soi est une clé de réussite. S'il n'y a pas de prise de conscience par rapport à ça, eh bien, vous allez continuer à fonctionner dans un mode, j'ai envie de dire, automatique, un peu hypnotique. J'agis comme ça parce que j'ai toujours agi comme ça, et puis parce que je suis comme ça, et puis de toute façon, je ne changerai pas. Donc là, ça peut faire très mal au niveau du développement de son évolution, et ça peut être plombant. Voilà. Donc, prendre conscience, ça, c'est le premier pas. Ensuite, travailler sur soi. Travailler sur quoi? Sur les croyances, l'individualité, la foi, l'acceptation des erreurs,
qui, je vous dis, ne sont pas des erreurs, mais de l'apprentissage. Accueillir ces parts d'ombre, les recevoir, les enlacer et les embrasser avec amour. Faire de soi une priorité, être dans la compassion et la bienveillance et l'amour envers soi-même. Si vous trouvez que ça fait beaucoup de boulot, je vous l'accorde, vous avez raison, si c'est ce que vous pensez. Dans ces cas-là, il y a pas mal de livres. Vous pouvez me poster des messages et je vous répondrai. Mais il y a pas mal de livres qui peuvent vous aider. Moi, j'aime bien le livre de Lise Bourbeau. Peut-être que vous le connaissez ou peut-être pas. Mais ça, c'est les 5 blessures, ça peut vous aider. Ensuite, il y a des outils comme l'hypnose qui sont très, comment dire, aidants, vraiment, vraiment. Il y a tous les soins et les thérapies énergétiques qui fonctionnent très très bien aussi. Pour rester dans l'énergie, la méditation, c'est quelque chose qui est à apporter. Hein, faire 10 minutes, un quart d'heure de méditation, c'est très bien. Sinon, si vous avez besoin de support, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Se faire accompagner, c'est un investissement sur soi. Et investir sur soi, c'est du bien-être. Et quand on est bien, eh bien, on se sent équilibré. Et à ce moment-là, on a une santé de meilleure qualité. Et ça, c'est hyper important. Bien sûr, l'équilibrage des énergies, j'en ai parlé, mais il y a plein d'outils comme ça. Il y a l'EFT aussi qui est pas mal. Il y a plein d'outils en fait. Hein. Mais bon, moi, je vous parle de ceux que je connais. Je connais l'hypnose, je connais la PNL. Enfin, je pratique l'hypnose et la PNL. Je pratique les soins énergétiques aussi. L'EFT, c'est pas dans ma pratique, mais voilà, je vous le dis parce que ça peut peut-être vous aider. Il y a plein de techniques comme ça, plein d'outils comme ça, mais il y a aussi des outils comme la méditation, la lecture. Il y a des fois, la lecture d'un livre, ça peut vous changer une vie. Hein. Voilà, donc cultiver l'estime de soi, c'est l'évaluation qu'on fait de soi face à ce qui est important pour nous, c'est la réputation, comme on l'a dit au début, de soi-même, c'est son image que nous avons face à nous-mêmes. Pour bien s'évaluer, on doit d'abord être conscient de nos critères, voilà, c'est-à-dire nos valeurs, nos principes, nos idéaux. Hein. Nos principes, nos idéaux sont nos valeurs aussi, hein, ce qui est donc important pour nous. Pour qu'elles soient saines, hein, ces valeurs doivent être d'abord dirigées vers l'être, c'est-à-dire ce que je suis, ce que vous êtes, hein, avant l'avoir. Voilà. Donc, mettre le point sur mes priorités, d'abord ce qui est important, et ensuite, je passe à l'action, et ensuite, on passe à l'action au quotidien en direction de ces priorités, et on